bienvenue dans ce nouveau webinaire sur, cette fois-ci, la déclinaison de scanner pour son établissement ou son laboratoire. Donc on vous propose ce webinaire dans le cadre du club utilisateur du baromètre. Et donc nos intervenants aujourd'hui, vous les connaissez, mais je vous les représente. Donc Éric Jean Girard, Anne Loth et Victor Barbier du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour nous parler de scanner. Merci beaucoup Laetitia. Juste pour mentionner, Victor donc, qui travaille avec nous au ministère, mais pour l'instant, il est employé par INRIA. Histoire d'être clair sur les institutions derrière nous. J'ai d'abord quelques slides et puis après on vous fera des démos. Hop. Je vais juste faire un point rapide sur l'historique de scanner, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Puis on va surtout parler des nouveautés. Mais donc, juste pour rappeler les fondamentaux de cette application, donc elle existe depuis 2016. C'est une application web qui centralise beaucoup d'informations, en tout cas le maximum d'informations structurées qu'on a pu assembler pour parler, décrire l'environnement de la recherche et de l'innovation en France. Donc notamment, on décrit les structures de recherche et les organisations. Donc on a 56 000 environ indexés. Les auteurs et autrices de publications, un peu moins de 1 million. Les financements de projets, on en a 120 000. Des productions, donc notamment des publications, des thèses et des ouvrages. Là, c'est un gros corpus puisque ça regroupe 7 millions de productions. Et aussi les brevets, donc on parle de familles de brevets, environ 200 000. Et donc pour tous ces objets, l'application web fournit un moteur de recherche et maintenant des outils d'analyse et de cartographie qu'on va vous présenter, c'est un peu les nouveautés. Mais à savoir aussi que les données sont interrogeables par API. Et parmi les nouveautés aussi, c'est que jusqu'à présent, Scanner, c'était un outil à visée nationale. Et là, maintenant, on permet exactement sur le même mode que les baromètres de la science ouverte locaux, on permet de faire des déclinaisons de scanner au niveau de son établissement, de son laboratoire. Une petite chronologie pour montrer que dans le temps, Scanner a pas mal évolué. Donc, au départ, en 2016, c'était un site web qui était principalement, qui était orienté uniquement sur les structures de recherche et qui cherchait à les décrire. À partir de 2018, on a revu la chaîne de traitement en bénéficiant en fait du travail qu'on a fait dans le cadre du baromètre de la science ouverte. Donc derrière, en fait, la chaîne de traitement est quasiment la même, mais ça alimente deux applications distinctes, le baromètre et scanner. On a itéré aussi plusieurs fois sur l'interface pour arriver aujourd'hui donc à une interface qui est cohérente avec le design système de l'État, qui est assez récent, sur une application qui est entièrement gérée de bout en bout en interne, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc c'est entièrement géré par nous dans l'équipe. Un petit mot sur les points clés pour moi de Scanner. Donc il y a à la fois évidemment les données qui sont le sous-jacent de tout ça, qui vont agréger, standardiser et enrichir de nombreuses sources. L'interface web qui facilite la consultation de ces données-là. Donc on va vous montrer notamment la partie cartographie. Et puis il y a toute une partie cachée quand même de tout ça, c'est l'infrastructure qui est sous-jacente, l'infrastructure informatique. Pour fournir un service fiable, qui répond le plus vite possible et qui fournit des API pour différents cas d'usage. Et enfin, un dernier point que je souhaite souligner, c'est la communauté utilisateur, qui en fait nous envoie pas mal de retours pour corriger des choses ou suggérer des améliorations. Donc il y a différents formulaires de contact sur le site et on a presque une petite dizaine de contacts tous les jours. Donc ça nous aide beaucoup à améliorer les fonctionnalités et à corriger les erreurs. Commençons par toutes les données. Je propose de passer dessus. S'il y a des questions, on pourra bien sûr y répondre, mais je propose de faire l'impasse pour l'instant. Et donc l'interface, historiquement, c'était une interface qui recherche et ensuite une consultation de fiches. Donc via le moteur
chercher dans les structures de recherche, dans les auteurs, dans les publis, dans les financements, dans les brevets. Et après, bah, trouver une fiche descriptive pour chacune de ces entités-là. Mais donc, si je cherche une thématique scientifique, je vais principalement avoir une liste, par exemple de labos ou d'auteurs. Mais c'est un petit peu dur de vraiment, on va dire, produire des enseignements, des analyses à partir de juste une liste d'entités. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on propose une nouvelle fonctionnalité qui est plus une fonctionnalité d'analyse, qui produit des cartographies automatiques à partir des mêmes données, hein. Donc, c'est simplement les mêmes données, mais visualisées différemment sous forme de cartographie, de graphes, qui permet de visualiser les entités. Donc, ça peut être des auteurs, des labos, des thématiques notamment, ou des projets, et de les relier entre elles en fonction de leur lien de coapparition dans les publications. Et ensuite, on estime des communautés scientifiques. Enfin, Victor va revenir sur tout ça plus en détail juste après. Et bon, une autre fonctionnalité je tiens à mentionner, c'est corriger. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on a régulièrement des demandes de correction ou de modification. Et en fait, en interne, on s'est outillé d'ailleurs pour les traiter. Donc, je vous ai mis sur la droite une capture d'écran de l'application qui, elle, n'est pas publique, elle est que pour nous, mais qui nous permet en gros de traiter le plus facilement possible les différentes requêtes que l'on reçoit. Je fais un petit mot avec des slides sur la fonctionnalité, puis après je laisserai Victor la détailler un petit peu plus. Donc l'idée c'est que, enfin, un des cas d'usage, c'est de chercher, de faire une recherche thématique. Donc là on voit à droite, j'ai cherché carbone et séquestration. Donc en fait, on récupère un corpus de publications, et au lieu de le visualiser sous forme de liste, on va le visualiser sous forme de graphe. Et donc là, dans le cas présenté, chaque nœud représente un auteur. Euh, Et après, ce réseau est en fait clusterisé de façon automatique pour essayer de détecter des communautés. Mais je vais laisser Victor le détailler plus précisément. Et simplement, on a une autre partie du site où exactement la même fonctionnalité est disponible, mais sur un périmètre local. Donc, c'est exactement le périmètre que celui qui est fourni pour les PSO locaux. Donc, un établissement qui bénéficie déjà d'un baromètre local, en fait, exactement au même moment, il a aussi un scanner local qui utilise le même corpus remonté, mais donc c'est un autre service. Et donc, la fonctionnalité de cartographie est disponible, mais sur un périmètre restreint, à savoir celui de l'établissement. Et Eric, donc, tu as une question. ah oui, ouais. Est-ce que les corrections sont remontées vers les sources de données quand l'erreur vient d'une source? Bah, alors, c'est une très bonne question. Ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est non pas de corriger l'info d'un scanner, mais de la faire corriger dans la source. Donc, il y a différentes possibilités, hein. Il y a des cas où on peut nous-mêmes euh, demander à la source de corriger. Donc, quand c'est ça, on essaye de le faire nous-mêmes pour éviter que l'utilisateur ait à déclarer plusieurs fois le même problème. Dans certains cas, on ne peut pas. Par exemple, sur HAL, on ne peut pas, nous, demander des correctifs. C'est souvent à celui ou celle qui a déposé la notice ou qui a déposé le texte intégral de faire les corrections. Donc ça dépend des cas, mais en tout cas, quand on peut corriger dans la source initiale, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, on se refuse à corriger la donnée d'un scanner quand elle peut être corrigée en amont. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là et je vais peut-être laisser Victor prendre la main pour nous faire une démo un petit peu plus en détail des fonctionnalités de cartographie, si ça vous va. Je vois pas d'autres questions, donc c'est tout bon. Partager mon écran. Est-ce que j'ai les autorisations pour partager mon écran?
Oui, normalement tu es présentateur, donc tu dois avoir un bouton partager. C'est un rectangle noir avec une flèche blanche. Ouais, mais quand je clique sur partager, il se passe rien. Alors, Alors sinon, je te remets en participant et ensuite je te remets de nouveau en ok, présentateur. On va essayer comme ça. merci. Voilà. Hop, désolé, les aléas du direct. Alors, hop, voilà, Excusez-moi, est-ce que je peux en profiter pour une petite question du coup? Juste un petit allez-y. point, on a le droit du coup d'avoir un scanner local quand on a un BSO local, mais il y a une démarche particulière à faire ou c'est automatique? J'avais pas bien compris. Merci. Alors, donc, bah, en fait, il y a une démarche pour le BSO local, qui est explicitée sur le site du baromètre. Il y a en haut, il y a les établissements et tutoriels pour avoir un baromètre local. Donc c'est cette démarche-là qu'il faut suivre, y compris pour le scanner local. Probablement qu'on va essayer de dupliquer la chose sur, Scanner, hein, pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais, grosso modo, ça va être le même flux de remontée d'informations. Et après, nous, de notre côté, on va dire sous le capot, c'est la même chaîne de traitement qui va produire, les baromètres et les scanners locaux. Donc les 2 sont produits automatiquement à chaque fois. Après que vous n'utilisiez que l'un ou que l'autre, ou les 2, ça c'est vous qui voyez. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait, merci. Non, non, vous avez très bien fait de sauter sur l'occasion. Ça nous a fait une très élégante euh, transition. Et donc, Victor, je confirme qu'on voit bien ton écran. Tu peux y aller. Super. Alors, donc, pour les réseaux, on va se trouver dans la brique Analyser communauté. On arrive sur un petit tutoriel pour créer son premier réseau. On commence déjà par déterminer une requête pour rechercher des documents dans les bases de données. Donc, on peut écrire des requêtes Elasticsearch, donc avec des opérateurs booléens tels que AND, NOT, OR, etc., pour inclure ou exclure des topics, enfin des requêtes à chercher. On peut également tout rechercher pour commencer, on va faire ça actuellement. Ensuite, on peut choisir la source de documents à utiliser. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les publications pour le moment, mais en nouveauté, on a également les brevets et les financements dans lesquels on pourra créer des réseaux. Ensuite, on peut choisir du coup les entités à visualiser sur le réseau. Donc, c'est toutes les entités qui sont contenues ici dans les publications. Qui ont été détectés, tels que les thématiques, les auteurs, les établissements, laboratoires, logiciels, financement et même les pays. Alors on va prendre auteur pour la présentation. Donc on arrive sur la page des réseaux. Et alors comment ça marche? Donc, comme disait Eric, ça se base sur les co-occurrences d'entités. C'est-à-dire qu'on va récupérer dans les publications tous les liens de co-entités. Donc, par exemple, ici sur les auteurs, les liens de co-auteurs. Et on va agréger les résultats donc, en fonction de la requête. Si je prends un exemple, par exemple, voilà, ce lien-là entre Christina et Connie, on peut voir ici en bas qu'on a une force de lien de 180. Ce qui signifie qu'ils ont 180 publications en commun. Et donc, une fois qu'on a agrégé tous ces liens pour la visualisation et pour que ça ne soit pas trop surchargé, on va filtrer donc les résultats des liens. Et on va garder, dans un premier temps, les composantes principales. Alors, les composantes, c'est un ensemble de nœuds qui sont reliés entre eux. Donc ici, c'est assez parlant parce qu'on les voit bien. Il y en a une ici, une là, une là, une là et une là. Et ensuite, on va garder uniquement les nœuds qui sont le plus connectés au réseau.
Donc, pas forcément les nœuds qui ont le plus de liens, mais les nœuds qui sont connectés avec le plus de... Enfin, qui sont au centre de plus de nœuds possibles. Pour la visualisation, ici, ce qu'on utilise, c'est un algorithme de visualisation qui s'appelle Force Atlas 2. Et donc, à l'aide de forces attractives et répulsives, permet d'avoir une visualisation plutôt claire dans l'espace des nœuds obtenus. Et pour la colorisation et la clusterisation, on utilise l'algorithme de Louvain, qui est assez répandu dans la clusterisation et qui permet de rassembler les nœuds qui sont les plus proches, donc, comme ici. Voilà pour comment on obtient les réseaux. Je pense que si vous voulez en savoir plus, on a écrit un papier avec Eric. J'ai plus le lien dessus, mais si on peut le mettre dans le chat, qui explique plus en détail toute la méthodologie qu'on applique pour obtenir ces réseaux. Maintenant, on va faire un petit tour sur lui et les options de la page réseau. Alors, on commence tout d'abord par le champ recherche. Donc, ici, on ne l'avait pas défini, mais on peut tout à fait rechercher quelque chose, tel que la théorie des jeux, par exemple. Voilà, donc on obtient un réseau d'auteurs qui sont liés à des publications qui parlent de la théorie des jeux. Ici, on va pouvoir sélectionner et changer les entités qu'on veut afficher. Donc, on peut afficher les thématiques. Donc, toujours pareil, c'est des thématiques qui sont contenues dans les mêmes publications. Les établissements, etc. Les logiciels qui sont détectés dans les publications qui parlent de game theory. C'est un peu plus long. Donc voilà, donc ici c'est le bouton pour changer les entités affichées. Et ici, on peut changer la source. Donc on a publication de brevets et financement. Alors je ne sais pas s'il y a des brevets qui parlent de game theory, oui. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes infos sur les données de publication et de brevets, donc on va avoir des entités différentes à afficher sur les réseaux. Ici, pour les brevets, on a les sous-classes de brevets, les classes et les organisations, par exemple. Ah, c'est un peu long aussi. Ah non, il n'y a pas d'organisation. Et des financements. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Oui, il y a des financements. Et également, les entités sont un peu différentes. Ici, on n'aura que les établissements et le laboratoire sur les données de financement. Et revenir sur les publications. Je vais me remettre sur les auteurs parce que c'est un peu plus parlant. Donc ensuite, on a des filtres qu'on peut appliquer, qui sont des filtres du coup sur la source de documents qu'on utilise. Donc là, filtrer les publications avec de différents filtres sur l'année, le type, etc., si on veut affiner la recherche. On a ensuite quelques paramètres qui sont, dans un premier temps, le nombre de nœuds maximum. Si on veut, par exemple, centrer notre réseau de manière plus précise, de le filtrer sur moins de nœuds pour afficher voilà, les nœuds les plus importants, les plus connectés à tout le réseau. De même, on peut changer le nombre de composantes et on a une nouvelle option qui s'appelle recherche rapide, dans un souci d'afficher plus rapidement des résultats, en tout cas sur la page web. On se limite, dans le cas de recherche rapide, aux 10 000 premiers documents qui parlent, par exemple, dans ce cas-là, de game theory. Donc voilà, à désactiver si on veut une recherche plus précise, mais ça peut parfois être des temps assez longs si la requête retourne beaucoup de documents. Victor, tu as une question dans le chat. Est-ce que la source, Ouais. c'est le type d'entité d'où vient l'information? La source, c'est nos corpus de documents. Donc on a des corpus de publications qu'on a enrichis, voilà, comme a expliqué Eric rapidement tout à l'heure. Et on a deux autres bases de données de documents qui sont les brevets et les financements.
Et donc, pour chaque source, on va pouvoir faire des réseaux d'entités, et les entités sont donc des champs de ces documents-là. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Peut-être juste pour préciser, Ouais, donc, toi, tu parles de source parce que c'est la source de la visualisation, c'est la source des données de la oui, visualisation. Mais cette source-là, c'est des données de scanner qu'on a nous-mêmes déjà concoctées à partir de dizaines de sources externes. Donc là-dedans, en fait, il y a des données qui viennent de Crossref, de HAL, de Scrapping, de Data.gouv, de l'ANR, d'Horizon Europe, enfin, j'en passe et des meilleurs. Plus des heuristiques qu'on a mises en place pour relier les auteurs, les publis, les labos, les organisations, les brevets, les financements, etc. Donc voilà, tout ça, enfin ça c'est le travail de Scanner, hein, ce qui est le travail historique de Scanner, hein, ce qu'on fait depuis 2016. Et là, ce qu'on Victor montre, c'est une nouvelle façon de voir cette information-là. Voilà. Et Victor, tu as une autre question. Est-ce qu'on peut ouais. enlever un nœud précis? Alors, on ne peut pas enlever un nœud précis, en tout cas pas depuis l'UI comme ça. Mais c'est une option qui, s'il y a de l'intérêt, pourrait être ajoutée. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, sur les paramètres. Et ensuite, on a voilà, donc exporter. Si on veut exporter les résultats du graphe qui s'affiche au format JSON ou Excel, et qui va contenir donc les données sur les nœuds et les liens qui les lient. Ensuite, alors oui, on a un raccourci aussi si on veut aller pour montrer que c'est vraiment les mêmes documents qui sont derrière. Si on veut aller directement dans le search, voilà, on aura avec la même requête, on aura la liste des mêmes documents qui sont évidemment non filtrés. Mais voilà, je vais me remettre juste sur la vue auteur qui est bien. Et ensuite, donc, ce qu'on veut montrer, c'est les communautés. On veut essayer de les déterminer, de comprendre quelles qu'elles sont. Donc pour ça, on va pouvoir cliquer ici. Et en faisant ça, on va, pour chaque cluster, donc, on va chercher toutes les publications qui sont associées. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut mettre un peu de temps. Et grâce à ces publications, on va, dans un premier temps, récupérer les différents topics qui sont contenus dans ces publications et ressortir les topics qui apparaissent le plus. Et grâce à ces topics, on va demander à une IA, en l'occurrence Mistral, de nous donner un nom pertinent pour caractériser la communauté. Donc voilà, moi j'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir si ces noms sont pertinents, mais on a plutôt des bons retours sur des recherches assez précises. Mais voilà, donc ça c'est fait, le nom des communautés est fait avec une intelligence artificielle. On va retrouver d'autres informations, par exemple donc les nœuds, ici les auteurs qui sont contenus dans ces communautés. Donc on peut avoir accès ici à la liste d'auteurs, également à la liste du coup des publications qui sont derrière. Également une donnée donc, sur le pourcentage d'accès ouvert de ces publications, la date de la dernière publication qui est parue, et on va récupérer également des données de citation qui sont obtenues via OpenAlex. Donc je ne sais pas si... je pense que c'est pas hyper précis, mais ça donne déjà un ordre d'idée du nombre de citations. Ici, on affiche les citations entre guillemets récentes, donc sur l'année en cours et l'année précédente. Et on calcule ce qu'on appelle un citation score, qui au final est le nombre de citations divisé par le nombre de publications, et donc qui donne un indice sur si cette communauté est beaucoup citée ou pas par rapport à d'autres. Voilà, on trouve également les premiers nœuds des communautés et quelques graphiques qui permettent voilà, de différencier les 10 premières communautés qu'on a obtenues.
sur le nombre d'auteurs, enfin de nœuds, le nombre de publications par année, même si c'est un peu brouillon ici, et le nombre de citations par année. Donc, par exemple, ici, on voit que la communauté bleue a un grand nombre de citations, et ça se ressent dans son citation score qui est assez élevé. Et lorsqu'on a affiché ces informations des communautés, on va pouvoir exporter les résultats donc, du réseau, mais également des informations des communautés sur ce même bouton. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Vous n'allez peut-être pas voir. J'imagine que vous ne voyez pas le fichier Excel qui s'est ouvert. Il faut que je Non, on voit que scanner pour l'instant. Ouais, je ne peux pas partager deux trucs en même temps. Pendant que tu manipules, j'en profite pour lire un échange qu'il y a eu dans le chat, puisque je sais que Ouais. tout le monde n'a pas forcément accès, mais juste quelqu'un qui disait, pour tester si on utilise l'identifiant de notre BSO local de l'an dernier, est-ce que les données correspondront dans Scanner? Et la réponse est oui. Et il y a une autre question après, mais on va peut-être te laisser finir la démonstration. Oui. Et donc ici, on retrouve les infos donc, des différents nœuds de notre réseau. Donc ici, c'était des auteurs avec leur cluster associé et leurs données sur les citations et sur leur nombre de publications, par exemple. Des données sur les liens. Donc c'est juste les ID et la force des liens. Des données sur des clusters avec leurs données de nombre de publications et de citations associées. Et la liste des publications de toutes les communautés qui sont listées ici avec de la même manière leurs données. À savoir que pour les grosses requêtes, on se limite à 2000 publications, les 2000 publications les plus fortes pour chaque communauté. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, je vais repartager mon écran, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, donc là, c'était le cas général, et ce qui nous intéresse maintenant, donc, c'est la déclinaison pour un établissement donné. Donc, cette fois, on va aller dans l'onglet déclinaison locale. Donc, comme dit précédemment, on utilise les mêmes systèmes de déclinaison locale que le baromètre de la science ouverte. Donc, juste pour un petit rappel, c'est un système qui permet d'obtenir un périmètre restreint et défini à partir d'une liste de publications, de DOI ou d'identifiants de code HAL. Et donc pour ça, il faut nous envoyer un fichier à partir du BSO, donc sur ce lien-là, pour qu'on puisse ajouter donc, les données donc, du périmètre sur les données du BSO et de scanner. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir intégrer notre scanner local. Il suffit de renseigner l'identifiant de l'établissement. Ici, je pense que c'est celui de l'Université de Lorraine. On peut choisir la langue, l'outil intégré qui, pour le moment, n'existe que sur les réseaux. Et donc, on va obtenir un réseau local avec les données ici de l'Université de Lorraine. Donc, on a exactement la même UI avec les mêmes fonctionnalités. On pourrait rechercher Open Science. Dans les données de l'Université de Lorraine. Par contre, évidemment, ça ne marche que sur les publications, car les périmètres locaux du BSO sont que sur les publications. Mais on peut tout à fait filtrer de la même manière ou changer les paramètres de la même manière. Donc peut-être je vous conseille pour un périmètre local d'enlever la recherche rapide pour avoir des résultats plus précis en fonction du nombre de publications de votre périmètre. Une fois qu'on a fait ça, alors on a quelques options d'affichage également, bien sûr, qui sont plus, voilà, si on veut afficher le titre, la barre d'options, etc., de notre réseau local. Et ensuite, donc on peut copier l'URL ou le code de l'iframe pour avoir
Hop. Notre réseau local à intégrer où on veut. À savoir que les différents paramètres de visualisation, les options d'affichage, pardon, qui sont ici, se retrouvent toutes dans l'URL, comme on peut le voir ici. Donc, si on veut, je sais pas, analyser, montrer ce graphique de thématique d'Open Science, on rajoute quelques paramètres, par exemple, on veut un peu moins de nœuds, et qu'on veut afficher ça sans les options, pour pas que l'utilisateur puisse changer quoi que ce soit, on peut le faire de cette manière-là. Voilà, donc c'est vraiment entre les réseaux généraux, scanner et les déclinaisons locales, on a vraiment le même système, la même méthodologie, la même UI. C'est juste que les données derrière sont les vôtres. Voilà. Je ne sais pas si Eric Wan voulait rajouter quelque chose. Alors Victor, peut-être il y a quelques questions pour Ah toi. oui, je peux pas les voir. Une collègue qui nous signale un problème pour les données d'affiliation laboratoire, un laboratoire qui apparaît quasiment en premier alors que son établissement n'a pas de publi dans ce labo. D'où proviennent les données laboratoires et comment sont-elles traitées? Alors ça, je peux répondre moi. Bah, donc, là, pour le coup, donc c'est pareil, à la source, c'est scanner, donc ça veut dire qu'il y a des erreurs dans scanner. La beauté de ces réseaux, c'est que des erreurs flagrantes se voient très, très vite, alors qu'auparavant, ça se voyait pas si facilement que ça. Donc, je vous propose de nous envoyer un retour via le formulaire et on pourra corriger ça le plus vite possible. Merci Eric. Alors une deuxième remarque, donc les topics sont-ils calculés par intelligence artificielle et peut-on les modifier? Alors, pour les topics, ouais, peut-être tu peux Euh, répondre. il y a juste, enfin, il y a topics, c'est un mot peut-être polysémique dans ce cas-là, dans le sens où, voilà, là, l'écran qu'on voit là, on voit des thématiques, enfin nous on appelle ça des topics justement. Et donc ça, c'est calculé, ouais, on peut dire par des petites IA. Donc, pour chaque publication, on prend le titre, l'abstract quand on l'a et les keywords quand on les a. Et à partir de cet ensemble de textes, on fait de l'alignement sur Wikidata. Et donc ça nous donne un ensemble de topics ou de thématiques Wikidata. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a toute la mécanique que Victor a décrite, où là, on va demander à un vrai LLM de nous donner des labels. Et donc là, ces labels, donc, qui sont en dessous de la page, là, qui sont calculés à la volée, hein, quand on clique sur le bouton afficher les informations sur les communautés. C'est seulement à ce moment-là, en cliquant, que, avec les données disponibles, que le LLM va calculer à la volée les labels. Alors, il y a une autre question après, mais Anne y a répondu par le chat, mais je vais quand même la lire pour que tout le monde l'ait en tête. Si l'interrogation se fait uniquement avec le code HAL d'une collection HAL, confirmez-vous que les données affichées ne sont que celles de HAL? Et donc, Anne répond dans le chat, les publications listées sont uniquement celles de la collection HAL, mais les données de ces publications sont bien multisourcées, comme pour le BSO d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas Eric, Victor, si vous voulez rajouter quelque chose. Bah, c'est-à-dire qu'on prend le périmètre de la collection HAL, mais auquel on applique tout un tas de traitements propres à Scanner, quoi. Donc les enrichissements, ils sont pas dans HAL, c'est Scanner qui les fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas une connexion directe. Donc si vous ajoutez 5 publications dans la collection HAL aujourd'hui, bah, au même moment, ça n'aura pas d'impact sur la cartographie générée. La cartographie générée, elle se base sur un snapshot de HAL qui a été fait il y a quelques semaines. Et on fait des mises à jour régulièrement. Et par ailleurs, enfin, comme dans le baromètre d'ailleurs, on applique des traitements de déduplication. Et donc, par exemple, si dans la collection HAL, on pense avoir détecté des doublons, nous, on va considérer une seule notice, alors que peut-être dans la collection HAL, il y en a 5. Donc, enfin, le matériel de départ, c'est bien la collection HAL, mais c'est quand même retravaillé.
Merci Eric. Alors, autre question, comme pour le BSO local, il est donc possible de demander un scanner au niveau d'un laboratoire. Tout à fait. Parfait. Est-ce que tu veux dire un mot, Laetitia, de A2F? Oui, alors effectivement, je peux aller rapidement. Donc, donc à l'Université de Lorraine, nous avons... Ah, par contre, Victor, tu partages toujours ton écran, on se voit en Ouais, double. je suis là. On a un service de bibliométrie où on propose en fait au laboratoire ou au pôle scientifique, à vos souhaits, on propose à nos laboratoires ou à nos pôles scientifiques d'établir des rapports bibliométriques donc à leur échelle. Et voilà, on a fait ça récemment pour un de nos pôles scientifiques, donc le pôle A2F qui est sur tout ce qui est agronomie et forêt. Et donc on a pu, comme ça, en plus de notre rapport bibliométrique, donc fournir un BSO comme on le fait à chaque fois et fournir un scanner également. Donc je vais peut-être remettre dans le chat, on a écrit un petit retour d'expérience à ce sujet et puis vous pouvez voir aussi à quoi ça ressemble. Je vais le rajouter après. Et on a une question aussi, est-ce qu'une visualisation par objectif de développement durable pourrait être envisagée? Alors, ouais, ça pourrait, mais il faut arriver à, enfin, pour chaque publication, lui affecter un ou plusieurs ODD. Alors, il y a eu un projet européen qui a fait un code de classification qui fait ça, qui a repris OpenAlex d'ailleurs, je crois. Mais nous, on trouve que c'est pas forcément de très bonne qualité, c'est-à-dire que c'est un peu tendance à mettre des ODD sur beaucoup de publis. Et finalement, on peut questionner quand même la qualité de cette labellisation. C'est ça le plus dur, quoi. Donc, on n'est pas convaincu que cet outil-là, il soit de qualité parfaite. Et donc, ça resterait quand même à améliorer, je pense. Mais donc, si on avait eu quelque chose vraiment de confiance pour classifier les publications et leur mettre des ODD dessus, oui, bien sûr, on pourrait faire des cartographies. Il faudrait réfléchir comment on relie les ODD ensemble, etc. Mais bon, on pourrait faire des choses, mais avant de réfléchir à la visualisation, pour moi, la vraie question sur les ODD, c'est comment vraiment mettre des ODD sur des publis. C'est pas si facile. Enfin, je veux dire, de façon automatique et à l'échelle, hein. Et donc il y a une précision dans le chat, il s'agit d'Aurora. Alors moi je ne sais pas de quoi. Oui, c'est exactement ça. Je crois, enfin, c'est le projet européen ou le sous-projet, enfin, je sais plus exactement, mais voilà, c'est dans ce cadre-là qu'une brique logicielle a été faite pour taguer les publis et mettre des ODD. Très bien. Et Merci pour voilà, cette c'est open précision. source, et donc ça a été vachement repris parce que facile d'utilisation. Mais quand même, je pense que, enfin voilà, ça mériterait peut-être d'être amélioré, je pense. Merci Eric. Et donc Alicia, allez-y. Bonjour. On avait envoyé un petit retour sur Scanner par rapport à des doublons de Topix. Et donc, vous nous aviez gentiment répondu en nous disant que ça passait effectivement par Wikidata. Et donc, quand on est allé voir les sujets correspondants dans Wikidata, on s'est aperçu que celui qui faisait doublon, en fait, c'était un synonyme d'une donnée principale. Et donc, du coup, je me demandais si sur Wikidata, ça serait possible de prendre que le mot-clé principal, le topic principal, et pas les synonymes, pour éviter ces doublons-là. Ouais, c'est une vraie problématique hein, qu'on a là-dessus sur l'affichage. Notre petit problème, c'est que la brique technique qu'on utilise pour détecter les Wikidata nous renvoie le label tel qu'utilisé dans le texte d'input. Et pas le label primaire de Wikidata. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bon. Donc effectivement, il faudrait faire ce que vous dites, mais en gros, techniquement, c'est pas si facile pour l'instant. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à comment faire ça.
Et j'ai une autre question. Comme, nous, on n'a rien envoyé encore pour nos laboratoires, pour, que ce soit pour, les BSO locaux ou, le scanner local, quelles sont les données que nous voyons actuellement pour chacun de nos laboratoires de l'Université de Toulouse? Quand on passe par la visualisation, de vos viewers que vous avez détaillées aujourd'hui. Peut-être les collections HAL? Est-ce que vous pouvez dire précisément sur quelle page vous allez? Parce que en gros, moi, je vais vous faire une réponse, hein. Sur les affiliations, on a 2 sources de données. Il y a une partie automatique dont je parlais tout à l'heure, sur laquelle on peut faire des erreurs. Donc où on collecte, toutes les affiliations brutes qu'on a pu trouver, sur le web, dans HAL, dans les PDF et cetera, et qu'on va nous-mêmes, automatiquement essayer de rapprocher de RNSR ou de ROR. Donc tout ça, c'est sujet à erreur. OK? Et à côté, il y a une autre source d'affiliation qui sont en gros, les données remontées via les BSO locaux. Donc ça, ce sont 2 choses différentes. Quand on fait un BSO local ou un scanner local, on demande, le 1er champ à remplir, c'est l'identifiant que nous, on vous fournit pour le BSO local ou le scanner local, et en général, c'est un sirène ou un RNSR. Donc si vous ne nous avez pas donné de RNSR enfin, si vous n'avez pas fait remonter les données pour un labo, là, si vous mettez un RNSR, en question, normalement, ça ne devrait pas sortir de données. Parce que cette partie-là, on n'a rien dessus. Par contre, dans la visualisation, on met des visualisations au niveau laboratoire, et donc là, on s'appuie sur les données dont je parlais au début, celles qu'on a calculées automatiquement. OK. Et c'est pour ça que là, il peut y avoir des erreurs. C'était le cas, quelqu'un d'autre qui mentionnait: «Ah bah tiens, il y a tel labo avec qui on collabore pas qui apparaît». Ça se voit directement, bah ouais, c'est juste une erreur, et donc il faut la corriger. OK, donc ça veut dire que pour tous nos labos qu'on n'a rien fait pour l'instant, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a dans le scanner. Grosso modo, si j'ai bien compris. De toute façon, les cartographies qu'on vous présente, bah, c'est juste les données de scanner présentées différemment, hein. On est d'accord. OK, donc ça veut dire que nous, il y a un gros travail à faire si on veut pour chaque labo avoir un scanner un peu plus une visualisation scanner un peu plus, pointue, on va dire, peut-être, je ne sais pas comment on Oui. précise dire, et un BSO, un peu plus aussi, qui soit plus que HAL. Disons que, enfin, on voit tout ça collectivement à quel point c'est compliqué d'associer des publications à des laboratoires sans se tromper, Mmh. et donc évidemment, on peut pas, enfin, nous, on veut pas prendre la responsabilité, de faire ces choix-là en disant: «C'est bon, vous pouvez vous y fier pour tout le monde». On sait qu'on se tromperait forcément. Donc, l'exercice, on le fait dans un autre champ qu'on utilise dans certaines visualisations en disant: «Il peut y avoir des erreurs». Mais par contre, pour la constitution de baromètres locaux ou de scanners locaux, là, on demande à ce que l'info soit remontée parce que justement, c'est trop difficile. Super, merci. Et j'en profite juste pour rajouter quelque chose par rapport au scanner du pôle A2F qu'on a fait. Bah voilà, ça a pris un petit temps de bien vérifier que le corpus était bon. En plus, un pôle scientifique chez nous, il va regrouper plusieurs laboratoires. Donc dans ce pôle-là, je crois qu'il y a 5 ou 6 labos. Et donc il faut bien vérifier voilà, que c'est juste, que le corpus est bon. On a fait des allers-retours aussi avec le directeur du pôle. Donc voilà, c'est un peu. Ça prend un peu de temps, forcément, quoi. Et juste pour parler aussi un autre travail qu'on a fait en collaboration avec, Paris Cité. Sauf qu'à Paris Cité, en utilisant certains outils, ils ont pour enfin, pour toutes les publications, de l'établissement, les labos identifiés avec leur RNSR et leur ORD quand il y en a. Et donc il y avait une centaine de labos. Donc plutôt que de nous remonter, 100 fichiers, un fichier par labo, on s'est mis d'accord sur un format, sur un gros Excel où en fait, donc chaque ligne, c'est une publi, et on a des colonnes indiquant, tous les RNSR ou tous les ROR pour chaque ligne. Et donc, grâce à ça, maintenant, ils ont, un BSO local pour tous leurs labos, un scanner local pour tous leurs labos. Et donc, ça, on serait ravis de le faire pour d'autres, hein, si vous avez les données, bien sûr.
Alors, moi, je vois pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez pas à lever la main aussi si vous voulez prendre la parole directement. Et alors, sinon, peut-être ça suscitera... Ah, pardon, allez-y, Frédéric. Je viens de faire un essai, parce que nous, on a un BSO local. Je viens de faire un essai et je vois une grosse différence entre ce que Scanner affiche pour le BRGM en tant que structure, quand je recherche dans Scanner BRGM. Et après, quand je vais dans la déclinaison locale, je vois une grosse différence. Donc, je soupçonne que ce soit parce que dans Scanner, on a tous les organismes dont on est tutelle de base, alors que moi, j'enlève justement les publications des tutelles. Exactement. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, en termes d'affichage, on peut, du coup, de la même manière que pour le BSO, récupérer les iframes et puis les afficher dans Oui. notre site web si besoin. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, là, j'ai juste à vous renvoyer la liste de publis parce que du coup, on va remettre à jour le BSO, là, de toute façon, Oui. parce que là, je suis jusque 2022, donc je vous renvoie les publis et automatiquement, j'aurai les deux Ouais, voilà, interfaces. quand on vous notifie par mail en disant c'est bon, c'est intégré. Ok. Ah non, je dis une bêtise. Mais en tout cas, oui, ça sera les deux seront faits, on vous le dira quand c'est bien fait. Ok, non, mais là, je ne vous ai pas renvoyé encore la liste, je suis en train de la faire de toute façon. Et donc, la différence quand même avec le BSO, c'est que Scanner, effectivement, ne prend que les publications scientifiques, ne prend pas les thèses. Parce que nous, Ah on oui, avait. voilà. Ah, c'est ça, hein. Parce que nous, on a rajouté les thèses dans notre BSO. Donc, vous faites le tri, en fait. Moi, je vous renvoie qu'une liste, de toute Ah oui, façon. dans tous les cas, vous renvoyez qu'une liste, ça Voilà, c'est sûr. et puis vous Ouais, prenez ce qui n'est pas. D'office, vous voilà, enlevez ce qui n'est pas publication scientifique, en fait. ouais. Et, Ok. et Avec à ou ce sans propos, DOI. D'ailleurs, avec ou sans DOI? Ouais, du ouais, moment que je vous renvoie le numéro AL qui correspond à ceux qui n'ont pas de exactement. DOI. Ok, ça marche. Tout à fait. Merci. Et donc, juste ouais, une précision là par rapport à cet échange. La cartographie qu'on présente, vous avez vu, elle marche aussi sur tout le corpus scanner. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens hein, de le faire sur 7 millions de publis, mais bon, en tout cas, techniquement, ça fonctionne et ça répond assez rapidement, ça ne met pas 15 heures à calculer. Donc, évidemment, pour que ça fonctionne, enfin, vous imaginez bien qu'on a dû faire des choix aussi. Et là, en fait, le choix qu'on a fait là-dessus, c'est que le graphique, il est calculé en se focalisant sur les interactions principales. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on prend un graphique qui relie des auteurs entre eux, donc chaque nœud, c'est un auteur ou une autrice, et ils sont reliés s'ils ont copublié ensemble. Normalement, si on fait ça de façon traditionnelle, j'ai envie de dire, on prend le corpus, on regarde qui sont tous les auteurs, ça nous fait tous nos nœuds, et puis après, on regarde public par public qui a collaboré, puis on rajoute les liens. Là, on a fait un peu différemment parce qu'à l'échelle, on ne pouvait pas faire ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque publi, on stocke quels sont les liens de co-apparition, donc de co-publication. Donc, par exemple, dans une publication, il y aurait 3 auteurs, A, B, C. On stocke, ah bah tiens, il y a 3 liens. Il y a le lien AB, le lien AC et le lien BC. Et après, quand on fait une requête, par exemple, je veux toutes les publications qui concernent le changement climatique dans telle université depuis 2012, ça nous fait un corpus et on calcule automatiquement le hit parade des liens de copublication. Et donc en fait, on commence par tracer le graphe en liens et via ces liens, on reconstitue le graphique. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a par exemple un expert, un auteur, une autrice qui a publié énormément de publications, mais tout seul, c'est-à-dire sans aucun co-autorat, eh ben, il ne va pas apparaître dans notre graphe, puisque notre graphe se focalise sur les interactions les plus fortes entre nous. Et donc là, quelqu'un qui travaille toujours tout seul, bah, il n'a pas d'interaction, donc il ne va pas apparaître. C'est un cas extrême, hein, mais je le signale donc, parce que ça peut, dans certaines disciplines, enfin, je pense notamment au SHS, peut-être que ça peut donner une vision un peu biaisée. Et donc, on est très intéressé d'ailleurs d'avoir des retours là-dessus. Si vous trouvez des cas, hein, enfin, pas en théorie, mais en pratique, des cas où finalement ça vous paraît un petit peu bizarre par rapport aux données, etc., on pourrait essayer de faire évoluer cette méthode. Euh, Tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre avoir le calcul le plus exact possible et quelque chose qui répond en
quelques secondes dans l'interface web. Parce que c'est difficile de dire à l'utilisateur, revenez dans 10 minutes, quoi. Voilà. Merci Eric. Alors dans l'ordre, on a d'abord la main levée de Sophie, ensuite les 2 questions dans le chat et ensuite Alicia. Donc Sophie, allez-y. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Toujours prendre ma casquette financeur. Alors, c'est peut-être une fonctionnalité qui existait déjà précédemment dans Scanner, mais c'est vrai qu'effectivement, depuis cette implémentation, enfin, notamment l'interface avec vos viewers, et puis l'intégration du coup des données de l'ANSES en tant que financeur dans l'interface, c'est la méthodologie qui nous interrogeait, c'était comment sont remontés les financements similaires. C'est-à-dire que quand on prend une publication ou quand on prend un résumé de projet, apparaît quand on prend, voilà, là j'ai pris un truc sur les moisissures dans l'air intérieur, il y a la notion de financement similaire. Donc est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'était un rapprochement lié aux porteurs de projets et aux équipes, ou est-ce que c'était une similitude textuelle entre des résumés de projets? Pour l'instant, c'est C'était une seulement fonctionnalité qui existait déjà, mais qu'on n'avait pas vu autant oui, que ça le fait là. déjà. Ouais. Pour l'instant, c'est seulement une similarité textuelle. Donc, D'accord, basée ok, sur je te le remercie. titre et le résumé. Voilà, pour le coup, on n'y a pas passé des heures à faire ça, mais Non, mais voilà. c'est vrai que c'était intéressant, mais du coup, c'est vrai que le prisme pour nous, c'était, enfin, du coup, qu'est-ce qui est pris comme outil de comparaison, parce que effectivement, on retrouve pas forcément le porteur, nous aurait paru être un biais assez important, parce que effectivement, les porteurs sont souvent financés par plusieurs canaux différents, mais du coup, c'est la similitude textuelle. Je te remercie. Ah, merde. Merci. Alors ensuite, on a 2 questions dans le chat. Est-ce qu'il pourrait être envisagé de voir l'évolution d'un réseau dans le temps? Oui, mais on y réfléchit. Si vous avez des idées, on est preneur, parce que ça ne me paraît pas si évident. Donc, à disposition pour en discuter, ou si vous avez des idées, on est très preneur, quoi, vraiment. Merci. Et il y a une deuxième question. Est-ce que les jeux de données pourront bénéficier de telles visualisations ou les métadonnées ne seront pas suffisantes? Là, je crois que ça va être compliqué, mais Oui, bah, à terme, oui, l'idée, c'est qu'on puisse arriver à faire des choses similaires, mais on en est loin pour l'instant. Donc, voilà, pour l'instant, on en est à arriver à délimiter un corpus au niveau français. Enfin, ce matin, j'étais à une réunion de la DEDOR où on parlait de ça. Euh, donc, j'imagine que ça va venir, mais on en est encore loin parce que les métadonnées sur les jeux de données sont vraiment pauvres, voire manquantes. Donc, voilà, il y a un peu de travail avant, quoi. Alicia, allez-y. Merci. J'ai été très interpellée quand on s'est penché dessus avec mes autres collègues de l'Université Toulouse 3 par l'astérix des informations de communauté. Il y a un petit astérix après communauté et on s'est dit on va aller voir l'astérix et j'étais très frustrée, j'ai pas trouvé l'astérix après pour avoir plus d'informations sur les communautés. Du coup, j'ai peut-être loupé une information en début, parce que j'ai pris 5-10 minutes en retard. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus les communautés, comment vous les créez, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? Bah, Victor, je te laisse répondre. Ouais. Alors juste pour l'astérix, en fait, ça s'affiche quand on laisse la souris sur le bouton. Et donc pour les communautés, comment elles ont créé à partir du graphe, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est avec un algorithme de clusterisation qui prend en entrée un graphe et qui calcule des clusters en regroupant des nœuds. On utilise l'algorithme de Louvain qui optimise la modularité des clusters. Et donc grâce à ça, on a nos clusters. Et pour les caractériser, ensuite, donc pour chaque cluster, on va rechercher les publications qui sont derrière, donc en utilisant la même recherche. Et grâce à ces publications qui sont derrière, on sort de nombreuses données, notamment les thématiques qui sont contenues dans ces publications et qui nous permettent, donc avec Mistral,
de créer un nom. Et on récupère aussi des données de citation, des données de date, etc., qui sont affichées en dessous. Qu'est-ce que c'est Mistral? Mistral, c'est une IA générative qui permet de faire du texte comme ChatGPT, mais qui est français. C'est une entreprise française Ouais. financée avec de fonds américains et qui est concurrent d'OpenAI. Ok. J'ai essayé avec Firefox, ça s'affiche pas quand on reste sur le bouton. Ah si, par la méthode de Louvain, les labels de communauté sont ensuite calculés par IA générative à partir du corpus de documents de la communauté. Pardon. Et sinon, Ok. il y a Alicia, dans le chat, on a partagé un lien d'un préprint qu'on a fait avec Victor qui est sur HAL, qui donne pas mal de détails techniques. Ok, Donc, qui pourra super. peut-être vous intéresser. Merci. Alors, on a 2 questions là dans le chat en attente. Est-ce que vous prenez tous les auteurs des publications ou bien avez-vous un plafond comme OpenAlex qui en prend 100? Ouais, on a un plafond aussi pour l'instant. Je sais plus si c'est 100 ou 200, enfin je regarde, mais c'est un vrai challenge technique, ça, les auteurs enfin, les publications avec 6000 auteurs. Parce que enfin, ça crée plein de problématiques. Enfin, je ne vais pas forcément entrer dans les détails là, et on n'a pas encore trouvé de bonnes solutions pour gérer ça. Ce qui n'est pas terrible, hein, je veux dire, ça veut dire notamment les publics du CERN où il y a 5000 auteurs qui sont classés par ordre alphabétique. Effectivement, les auteurs dont de famille commence par Z ne sont pas bien crédités. Alors, autre question, est-ce qu'un résumé statistique des entités liées pourrait être ajouté en dessous du graphe? Le graphe ne sélectionne que 300 entités par défaut. Ce résumé statistique pourrait aider à comprendre le périmètre réel derrière le graphe. Je peux peut-être préciser ce que j'entendais, c'était juste le nombre d'entités réelles derrière. Résumé statistique, c'est peut-être un gros mot. Ouais, bah, le truc, c'est qu'on a déjà une limitation quand on fait la requête. On récupère les 2000 liens uniquement, par souci de performance. Donc, on pourrait afficher un résumé statistique, mais qui s'arrêterait à 2000 Ah oui, on peut 2000 pas liens avoir le max, et on compte pourrait afficher total. les entités. Voilà, ce serait pas non plus le vrai compte derrière. Ah oui, on peut pas obtenir le compte total facilement. Avec les graphes, peut-être, c'est peut-être. D'accord. On pourrait avoir, on pourrait mettre quelque chose comme ça en place, mais ouais. Ok. Alors, Ce on serait pourrait juste imaginer le nombre de nœuds et le nombre de liens Oui, obtenus par la requête, quoi. oui, ça permettrait déjà de comparer par rapport au corpus qu'on croit connaître du BSO. Ça pourrait des fois aider. Ouais, bah, je veux bien, on pourra en Ouais. rediscuter, mais en gros, ça serait une fonctionnalité où potentiellement ça prend du temps. Hmm. Enfin, je veux dire, ça prend du temps. On clique et on attend quelques minutes avant d'avoir la réponse. Mais je veux bien en rediscuter peut-être un peu plus tard entre nous pour creuser le sujet, c'est intéressant. Merci. Frédéric? Je voulais savoir, ce que vous appelez les 300 items, c'est 300 publications que vous prenez? Non, j'ai dû louper quelque chose C'est les sur les 300 300 bulles. items. C'est les, 300, ah oui, ça c'est prend les- l'intégralité du corpus, mais bah, ça se voilà. limite à 300 groupements En, d'entités, en fait. en fait, donc il y a plusieurs étapes. Donc ça, Ok. bon, la requête interroge tout le corpus et prend les 2000 liens de coapparition, les 2000 plus gros liens de coapparition. Donc déjà, il y a un premier filtre à ce niveau-là. D'accord. Et ensuite, à partir de ces 2000 liens, on reconstruit le réseau et on garde les 300 premiers nœuds. D'accord. Ok. J'avais loupé quelque chose. Je sais pas si c'est Ça clair marche. tout ça, mais Ouais, donc voilà. si. En fait, il faut juste, enfin, c'est le principe de vos viewers de toute façon de granularité enfin, j'utilise Voilà. un tout petit peu vos viewers, mais du coup, il y avait un truc qui m'avait échappé. On est sur l'intégrité du corpus, mais après, on définit la profondeur. Voilà. Dans tous les cas, pour faire des graphiques qui soient un peu parlants, Oui, enfin, en tout sinon cas on pour voit les rien. humains comme nous, on a besoin Ouais, ok. de faire des coupes Oui, parce oui. que sinon, on voit rien. Ah ouais.
Bon, et en plus, d'un point de vue plus performance informatique, pour que ça aille un peu vite, on a aussi besoin de faire des coupes. Donc l'idée, c'est de faire des coupes qui ont le plus de sens et le moins de biais possible, mais il faut en avoir conscience. Oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà utilisé je pensais à la méthode de Louvain. Elle est dans Bibliometrix. Et du coup, effectivement, dans Bibliometrix, il y a pas mal d'algorithmes comme ça. Du coup, je vais me repencher dessus, du coup. Voilà. Alors, il y a encore une question dans le chat. Merci pour ce travail. Pourrait-on, sur le graphe des auteurs, différencier les auteurs de l'établissement concerné des autres auteurs? Ouais, c'est bonne idée. On pourrait essayer de le faire. Je pense que pour le coup, ça mettrait en lumière encore plus de problèmes de données, parce que arriver donc, nous, principalement, nos sources principales, là où on tire toute l'info, c'est les métadonnées de publication. Donc, à partir de là, retracer la carrière de quelqu'un, dire telle personne a été à tel endroit de telle année à telle année, enfin, et aujourd'hui à tel endroit, bah, c'est pas facile de le faire à l'échelle et sans erreur, voire impossible. Donc, ça mériterait d'être essayé. Mais voilà, j'ai juste peur qu'on brouille un peu le message parce que ça risquerait on risquerait d'afficher un peu trop de choses qui sont pas correctes. Parce que pour le coup, voilà, nous, on n'a pas du tout accès aux annuaires des établissements, ce qui aiderait grandement pour ce genre de fonctionnalité. Ça plaide pour la signature de la déclaration de Barcelone. Voilà, au passage. Alors, j'espère n'avoir loupé aucune question. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Mais j'en vois pas d'autres pour le moment. Pas de main levée non plus. Ah, Excusez-moi, je vais faire remonter celle-là que j'avais vue. C'est passé en orange, je ne sais pas pourquoi, désolé. hélas, crois pas, hélas, on avait répondu que ça allait être. Pardon, excusez-moi, je suis passé à côté. Aucun problème. Mais ouais, en gros, enfin, l'idée, c'est pour les jeux de données, on ne veut pas les mettre de côté, mais avant d'arriver à faire des visualisations qui, on l'espère, ont un peu de sens, il faut d'abord avoir des vraies données sous-jacentes de qualité. Et aujourd'hui, c'est paradoxal de le dire, mais les données décrivant les données de la recherche sont pas de bon niveau. Bien, Eric, Victor, Anne, est-ce qu'il y a encore des choses que vous vouliez préciser ou Mes montrer? captures d'écran, elles n'ont pas marché, elles sont toutes noires. Mes captures d'écran, elles n'ont pas marché, elles sont toutes noires. Les captures d'écran, c'est-à-dire? Ah, je pense que c'était une erreur. Ouais, moi, j'aurais bien une question. J'étais en train de tester là, en direct là, et sur une migraine, et en fait, j'arrive pas j'ai essayé de faire un filtre sur un pays pour les communautés scientifiques, et ça ne paraît pas fonctionner, mais peut-être que je m'y suis mal pris, hein, c'est possible. Par exemple, là, il y a un filtre par pays, donc j'ai mis United States, mais quand je clique sur afficher le réseau, j'ai pas de changement dans le graphique. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ouais, ça fait sens. Mais donc là, comme ça, je connais pas votre recherche, mais Ouais. vous êtes sur l'onglet communauté ou déclinaison locale? Communauté, dans mon scanner local. Ok. Et j'ai fait un filtre sur les publications par année, par pays. D'accord. Bah après, c'est possible qu'il y ait un bug, et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser il y a un bouton contribuer en bas à droite, et qui va nous remonter le réseau que vous utilisez, et vous pouvez décrire votre erreur. Et comme ça, on pourra regarder de notre côté si c'est un bug ou si c'est normal. Ok, merci. Et en tout cas, ouais, Laurent, tu as raison. Enfin, le but, c'est que ça marche. Je ne sais pas si ça marche là, à l'instant T, aujourd'hui, voilà, mais ça devrait marcher dans pas trop longtemps. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en tout cas. D'accord, merci. Frédéric nous fait un retour similaire dans le chat.
Ok, bah on va regarder, il y a probablement un bug, hein. Et d'ailleurs, enfin, de manière générale, que ça soit des bugs, on va dire, logiciels, comme peut-être celui-là, ou des erreurs dans les données, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Après, voilà, on fait au mieux pour les corriger. Je ne garantis pas que ça soit corrigé dans l'heure après que vous ayez envoyé le mail, hein, bien sûr. Mais soyez certains que c'est lu et que ça nous est précieux, quoi. Sylvie, allez-y. Oui. J'ai pas bien entendu ou j'ai décroché à ce moment-là. Les sources pour les financements, c'est comment ça fonctionne pour récupérer les données sur les financements? J'ai décroché à un moment, je pense. Donc, en fait, sur les financements, il y a plusieurs choses. Une façon de voir les financements, c'est par le truchement des publications. Donc, c'est-à-dire, on prend les sources de publication et on regarde chaque publication, est-ce qu'il y a un grand ID qui lui est lié? Donc là, au niveau des sources, il y a HAL qui fournit de plus en plus de données là-dessus. On a des infos qui nous viennent aussi directement de l'ANR et on a des infos qui viennent de la Commission européenne sur les financements européens. Je crois que c'est tout. Ah oui, et puis bon, de plus en plus, c'est encore embryonnaire, mais on va essayer de développer ça. On essaye aussi de détecter les grands ID directement dans le texte intégral des publications. Donc ça, c'est aussi un gros travail en cours et qui, du coup, abondera ces données-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est une façon de voir les financements, c'est par les publications. Et donc, on peut produire un graphique qui montre des financements reliés entre eux quand ils apparaissent dans la même publi. On a aussi d'autres infos sur les financements quand on considère les financements eux-mêmes en tant qu'objet d'analyse. Donc là, nos sources, elles portent sur le listing des financements eux-mêmes. Donc, par exemple, l'ANR qui dit, bah voilà, tous les codes décision, c'est cela, le résumé de ce projet, c'est ça, etc. Donc, on a ce listing-là et pour un certain nombre de financeurs, on a la liste des participants à chaque projet. Et donc finalement, ça c'est une autre source d'analyse qui nous permet de dire, bon bah, si le matériel de base que je veux analyser, c'est plutôt les financements eux-mêmes, et donc produire des cartographies, par exemple, de laboratoire à partir de ça, et donc on peut faire un carto des labos qui ont qui ont participé au même projet financé. Donc voilà, c'est des informations complémentaires et les cartographies qui sont produites via les publications ou via les projets sont elles aussi complémentaires. À chaque fois, c'est des vues suivant une dimension donnée. Et donc à la fin, si on veut produire un rapport un peu complet sur une thématique donnée, etc., probablement qu'il faut produire différentes vues. Et pour l'instant, la synthèse repose encore sur l'humain. Pour synthétiser toutes ces informations, toutes ces cartographies, on n'a pas encore fait quelque chose qui analyserait toutes les cartographies possibles pour en proposer un rapport final. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est rempli à la main, ce champ-là? Ou c'est automatisé? Alors, nous, on remplit rien à la main. Ouais, Ça, je vous rassurez-moi. garantis. C'est rempli à la main, ça dépend des sources, quoi. Quand la personne saisit le grand ID dans HAL, j'imagine que c'est fait à la main la plupart des cas. Côté ANR, ils le font de moins en moins à la main. En tout cas, nous, de notre côté, on récupère des données soit déjà structurées, soit du texte pas structuré, mais on cherche à le structurer de façon automatique. Ok. Et quand vous dites pour les projets, c'est la plateforme Cordis pour les projets européens? Ouais. Ouais, c'est Ouais. Cordis qui est récupéré. Ok. Cordis. Parce que sur ce champ-là, malheureusement, on a 20% des publics, on a à peine 20% des publics où ce champ-là est rempli. Et justement, l'ANR demande, c'est un des indicateurs de l'ANR
de remontée d'informations où elle souhaite voir s'il y a les remerciements par rapport aux financeurs et notamment par rapport au projet qu'elle finance. Et que ça soit dans le Web of Science, dans Scopus ou dans HAL, c'est rempli. Voilà, si on arrive à avoir 20% de ce champ-là de rempli, c'est miraculeux. Ouais, et c'est pour ça que nous, on investit sur la capacité à détecter ces grands ID dans le texte intégral. Parce Dans le que texte intégral du coup de la publi? Ouais. Ok. Donc c'est balayé dans tout, dans la publi elle-même. Voilà, c'est faire l'hypothèse que les auteurs l'ont mentionné quand même dans leur manuscrit. Parce Ok. qu'effectivement, hein, si le financement n'est pas mentionné dans la publication, là, on ne sera pas en capacité de faire le lien. Mais par contre, s'il y a cette trace qui est laissée, bon, c'est de la donnée, on va dire, non structurée, parce que c'est du texte dans un paragraphe qui s'appelle remerciements, financement, acknowledgements ou je ne sais quoi. Mais on pense qu'il y a moyen d'en récupérer une partie. Donc, pour nous, c'est une bonne piste de travail, ça. D'accord. Merci. Alors, on a une autre remarque. Erreur. Intégration local ID not defined pour ce qui est des pays. Il y a une précision qui a été apportée. Donc, probablement un bug logiciel, hein, comme l'hypothèse se confirme. On regardera ça cet après-midi ou la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à nous envoyer les URL qui sont problématiques, qu'on puisse regarder plus précisément. Alors, Eric, Victor, Anne, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'il y a encore des choses à présenter, à préciser? Vous avez des remerciements dans le chat et oui, pour les bugs, on vous les remonte bien par mail avec le mail qui a été indiqué, donc bso@recherche.gouv.fr. Alors non. 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 Dans Scanner, il y a un formulaire de contact. Alors, on va peut-être mettre le lien vers le formulaire de contact si vous l'avez sous la main. Hop, Ah bah voilà, le formulaire de contact est dans le chat. Ça nous facilite la vie parce que ça rend dans un outil de suivi après, alors que le mail, c'est un peu moins pratique. On lit aussi les mails, hein, je vous rassure. Voilà, donc on retient pour tout signalement de passer par le formulaire contact. Très bien, et écoutez, je pense qu'on va pouvoir clore, à moins que vous ayez encore des éléments à apporter. Non, super, merci beaucoup en tout cas, hein, à vous tous. Et voilà, l'outil n'est pas figé, hein, on va le faire évoluer, l'améliorer avec vos retours. Et on retient bien la problématique de Quentin, enfin, qu'on avait déjà en tête, sur comment proposer une version dynamique, enfin, pour montrer la dynamique scientifique qui se cache derrière ces communautés. Un très grand merci à toute l'équipe, merci à notre public avec toutes vos questions. On vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end, au revoir. Au revoir.